meilleur ami. Aimez-vous, ayez une forte estime de vous-même. C'est pas pour la ramener ou en montrer toute votre, voilà, tout ce que vous êtes capable de faire, mais c'est parce qu'il faut cette authenticité, cette estime de soi pour convaincre. Voilà, je termine mon petit tour d'horizon. Merci Isabelle pour ce tour d'horizon très complet et avec plein de bonnes idées. J'espère que vous qui nous écoutez avez pris des notes, sachant que vous aurez aussi le replay, mais ça me paraît effectivement intéressant de partager des choses qui sont très bien dites et exprimées par Isabelle, qui a une vraie expérience dans ce domaine. Peut-être Léa, peut-être toi qui es directement aussi très proche de cette approche où tu as passé des concours et des examens, puisque je crois que tu as fait le SCP Paris, le SCP, en 2020. Qu'est-ce qui résonne en toi au travers de ce que Isabelle évoque? S'il y a 2 ou 3 points, est-ce que tu peux nous en faire part Déjà, je voulais dire que la présentation d'Isabelle me rappelle plein de souvenirs, des dons et des doux surtout, parce que c'est exactement ça. En 2019, je devais passer l'entretien pour le master spécialisé de l'ESCP, mais j'avais jamais fait d'entretien auparavant, donc je ne savais pas trop ce que le jury allait attendre de moi, je savais pas trop non plus comment me préparer. Et je pense qu'on tombait tous dans les mêmes pièges, c'est-à-dire on va tous en ligne, on cherche quels sont les avantages, les défauts, et sauf que ça reste des informations très banales et très basiques que tout le monde peut trouver sur internet. Alors que lorsque j'ai fait mon premier coaching, et c'était la première fois d'ailleurs que j'ai fait un coaching avec un coach sur réussir son oral, j'ai appris à faire une introspection de moi-même et vraiment essayer de me comprendre vraiment de qui j'étais, quels sont vraiment mes avantages, mes défauts, et mais pas seulement les dire, mais aussi essayer de construire une argumentation derrière, trouver un exemple précis pour, comme ce que disait Isabelle, essayer de se distinguer, pas juste dire bon, j'adore le teamwork, très bien, mais pourquoi et comment? Trouver un exemple derrière tout ça. Donc, Et comment t'es venue l'idée, Léa, de faire un coaching? Parce qu'a priori, ça commence à être développé au niveau des managers, mais un petit peu moins au niveau des étudiants. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? alors, je pense que déjà, j'ai pas fait mes études en France, j'ai fait mes études en Grande-Bretagne, donc j'avais jamais fait vraiment d'entretien en français. Je suis française, hein, aucun souci avec ça, mais j'avais un blocage mental. Je me sentais pas prête à pouvoir m'exprimer normalement en français ou même tout simplement m'exprimer. Et je pense que j'arrivais pas à construire une histoire cohérente, à essayer de comprendre, à essayer de me mettre en avant, de me vendre pour que je puisse être admissible à ce master qui m'intéressait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je voulais vraiment avoir ce master, c'était un de mes objectifs que j'avais depuis quelques années, et on n'a qu'une chance, c'est l'oral, donc il faut le réussir. Et en parlant un peu avec mon entourage, plusieurs personnes m'ont conseillé, mais essaye de trouver un coach, peut-être que la personne pourra te guider, te conseiller, essayer de te donner des idées de réflexion qui pourront construire une histoire et essayer de te préparer au mieux pour cet entretien. Et c'est ce que j'ai fait, ouais. C'est une question peut-être pour Isabelle. Isabelle, effectivement, vous qui étiez directrice générale de 2 écoles au moins, il y a une note à viser à l'oral. Enfin, qu'est-ce qu'il faut viser en fait? Le mieux, mais comment on arrive à départager effectivement les étudiants? Est-ce qu'il y a une forme de dichotomie en disant celui-ci on le met 16, 17, 18, celui-ci on le met 8, 9, 10 parce que finalement on ne le veut pas? Alors, dans les écoles de management, comme dans beaucoup de concours, il y a eu l'écrit qui a précédé. Donc, l'oral, il est vraiment. Alors, il y a des oraux de langue qui peuvent être complémentaires. Et puis, il y a ce fameux oral, alors qui peut être très divers et varié, mais on va dire plutôt pour confirmer la personnalité. Et en fait, cet oral, il est là pour écarter des personnes plutôt. On se dit. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est qu'en effet, il faut aussi ne pas tirer de conclusions trop négatives d'un oral raté. On vous a peut-être rendu service, tout simplement, en vous disant que c'était pas le moment ou c'était pas la formation, voilà, qui était pour vous. Donc, on va plutôt, dans les oraux de beaucoup d'écoles, c'est en fait écarter des étudiants qui seraient vraiment pas du tout à leur place ou en favoriser. Pour ça qu'il y a souvent des notes très, très tranchées.
Et c'est quelqu'un ça. qui dit Oui. absolument, on va vraiment pousser la note. Alors, c'est souvent, j'ai eu des étudiants ou des parents qui étaient trop fiers de leurs enfants. Il a eu 18 à l'oral. C'est bien, c'est qu'il a été bon ou bonne. Mais ça veut dire que surtout, le signal, c'est qu'on voulait lui envoyer un signal pour le garder. Alors ça, c'est dans les entretiens qui sont plus suite à un écrit et plus basés sur la personnalité. C'est vrai qu'après, quand c'est basé sur la connaissance, là, on peut avoir des grilles qui sont quand même beaucoup plus fines, hein, en fonction parce que ça va impacter, par exemple, le classement ou ça va impacter le rang, le rang de classement va lui-même impacter ensuite des choix à l'intérieur du cursus. Parce que dans les post-bac, notamment, lorsqu'ils arrivent, ils sont tous nominés, c'est un peu comme les Césars ou les Oscars. En gros, ils sont tous sur la même ligne de départ. Mm. Et c'est vrai que c'est l'oral qui va réellement déterminer si vous les prenez dans l'école ou pas. Donc cet oral, il est vraiment il est relativement sélectif et il faut s'y préparer, quoi. C'est Ah un petit bah, peu le. tous les oraux, il faut se préparer, mais c'est vrai qu'il faut voir. Voilà, après, on va dire, comme par exemple les écoles de management, les écoles d'ingénieurs, même si pour les écoles d'ingénieurs, il y a il y a aussi la question des spécialités, mais on est souvent sur plutôt des rangs, des mutualisations. C'est-à-dire un étudiant, je ne sais pas, n'aura peut-être pas HEC, mais il aura le M Lyon. Voilà, c'est plus ça qu'il faut voir en termes de. Et en post-bac, c'est pareil, sur les bachelors ou les DUT ou il y a quand même tout un jeu, au sens d'un jeu de cartes, hein, tout un panel de possibilités qui font qu'il y a des étudiants qui auront tout, parce que tout le monde les veut absolument, ils auront le choix, mais après, des places se libèrent et puis il y a une forme de mutualisation qui se met en place. Hum, hum, hum. Et toi, Léa, lorsque tu as décidé effectivement de faire cet accompagnement, notamment, quelle était ta demande finalement? Tu l'as un petit peu précisé tout à l'heure, mais si on creuse un peu. Je pense qu'il y avait plusieurs questions à l'intérieur de ma demande, c'est-à-dire que j'avais pas forcément confiance en moi, donc j'avais besoin de trouver confiance en moi pour pouvoir m'exprimer proprement, essayer de vraiment faire passer le message de pourquoi moi, pourquoi cette école. Améliorer mon argumentation qui va avec, comme je disais, et surtout expliquer mon histoire, c'est-à-dire, comme disait un peu Isabelle, lors du CV, on commence par le bas, mais voilà, réussir à développer une histoire cohérente sur le parcours professionnel. Hum, Ouais. hum. Et avec le recul, finalement, ça fait 2 ans que tu l'as fait, à peu près 2-3 ans, ouais, c'est ça, le temps passe vite. Qu'est-ce que tu as gardé de ces moments-là? Qu'est-ce que tu as sur quoi tu as pu capitaliser? Plusieurs choses, c'est-à-dire que la première chose, je pense, la plus importante que je n'utilise pas que lors des entretiens, mais aussi dans ma vie quotidienne, c'est vraiment cette introspection sur moi-même qu'on a fait avec le coach, parce que j'ai réussi à me connaître. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des éléments auxquels j'avais pas forcément réfléchi auparavant et que j'ai réussi à mettre des mots dessus. Parce que des fois, on pense à des choses, mais on n'arrive pas forcément à les exprimer proprement. Donc ça, c'était important. Et aussi, lors des entretiens, c'est vraiment ce que j'ai retenu grâce au coaching, surtout, c'est essayer de se mettre à la place du jury, comme disait Isabelle, vraiment essayer de comprendre leurs attentes, ce qu'ils veulent aussi, parce que ce sont des humains derrière leurs questions, donc c'est vraiment essayer de bien comprendre ce qu'ils veulent de nous, mais aussi, voilà, on est humain, donc c'est vraiment se mettre à la place du jury, quelque chose à laquelle je n'avais pas forcément pensé avant mes premières séances de coaching. Ouais. C'est vrai que lorsqu'on démarre avec les étudiants en général, dans le cadre de réussir son oral, c'est une méthodologie qu'on a mis en place. D'entrée, on les confronte d'une certaine façon en leur disant, ben voilà, je suis le jury, allez-y, présentez-vous. Et effectivement, assez rapidement, pour ceux qui démarrent pour la première fois, ils arrivent à parler 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, puis après, ils s'arrêtent. Et c'est là où le travail commence, parce que c'est une confrontation bienveillante et positive. Et on leur explique effectivement que cette approche met en œuvre ce que Isabelle a dit, que nous, on a simplement modélisé de manière un peu conceptuelle, mais très simple. C'est un triangle équilatéral dans lequel il y a 3 parties. La première partie, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire demain et vers quoi je me dirige, quelle est l'envie d'avoir envie, un petit peu. C'est la projection effectivement de la raison pour laquelle je suis là.
La deuxième partie qui est essentielle, qui va représenter 80-90%, c'est qui je suis. Et arriver à exprimer qui je suis pour un étudiant de 17 ans, un lycéen, 18 ans, et même des fois quand on reçoit effectivement des personnes, parce qu'on a tous été managers dans le recrutement à 30, 35, 40 ans, c'est pas forcément évident d'arriver à se décrire et à savoir effectivement pour quelles raisons. Et avec des exemples, des preuves, des environnements, tout ce qu'a dit Isabelle. Et la troisième partie de ce triangle, de sommet du triangle équilatéral, c'est pourquoi cette école et en quoi cette école va me permettre effectivement d'atteindre ça. Donc, il faut tout savoir sur l'école et à la fois la contribution. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi je peux apporter, comme Isabelle a dit, à l'école, qu'est-ce que l'école peut m'apporter. Donc, c'est vraiment un contrat mutuel dans les parties qui permet effectivement d'avancer. L'autre point que j'ai noté qui me paraît effectivement intéressant, c'est cette fausse motivation, Isabelle. Vous avez dit, ça m'est arrivé une seule fois en quasiment 15 ans, entre guillemets, de parcours de coaching où j'avais reçu une étudiante quasiment au dernier moment, pratiquement la veille ou l'avant-veille. Et le discours de l'étudiante qui préparait effectivement une école de management, c'était, j'avais perçu le discours de son père, de son papa. Et en fait, elle n'était absolument pas alignée avec ça et je n'ai pas osé à ce moment-là la confronter. Non, ça a été une rare fois et elle a raté tous ses examens et tous ses concours. Parce qu'effectivement, au dernier moment, quand on se prépare comme ça, l'histoire que l'on va raconter par rapport à l'approche que l'on a, cette fausse motivation, là aussi, il faut arriver à se trouver et se détacher des fois, et c'est ce que je dis. Vous en avez peut-être pas peu parlé à Isabelle, mais effectivement, c'est les points que nous, on voit en coaching assez régulièrement, c'est que souvent, les enfants de 17-18 ans reprennent indirectement l'histoire du papa et de la maman et se fabriquent une histoire au travers de ça. Pourquoi pas? La question, effectivement, c'est ensuite, face à un examinateur, d'arriver à tenir la distance et tenir effectivement son équilibre de sa vraie motivation et que ce ne soit pas de la fausse motivation telle que vous l'avez exprimée. Un commentaire peut-être par rapport à ça, Isabelle Oui, alors, oui, tout à fait. Alors, sachant qu'à 18 ans, il est quand même normal de ne pas forcément avoir une motivation, un métier passion. Enfin, rappelons-nous, et Léa, ça fait pas longtemps, mais voilà, il faut quand même, je dirais, en fonction. Moi, quand j'étais chef de département de DUT, j'accueillais des étudiants donc en post-bac. C'est pas la même chose que des étudiants que j'accueille, par exemple, en DBA, qui ont déjà un parcours très, très important, professionnel et de cursus universitaire. Donc, on accepte très bien qu'il y ait beaucoup de flou, qu'il y ait beaucoup de… Voilà, mais pas se raconter d'histoire, en effet, ou pas vendre une mauvaise histoire. Il vaut mieux dire… qu'on est un peu perdu, mais qu'on pense que dans cette formation, en effet, on va pouvoir trouver des formes d'épanouissement, expliquer qu'on a été accroché, et en effet, en s'étant bien renseigné par un cours, par une histoire qui… Voilà, et il n'y a pas de… Enfin, je veux dire, il y a aussi une forme d'acceptation naturelle du jury, à ne pas avoir que des êtres absolument exceptionnels et qui ne rêvent que d'être contrôleurs de gestion. Voilà. Et là aussi, quand je parle de fausse motivation, on tombe souvent aussi sur des idéaux trop types. On dit souvent toutes les filles qui veulent, et c'est malheureusement encore le cas, toutes les filles qui veulent aller être chef de produit dans la culture, marketing. Dans les vêtements, le cosmétique, et les garçons qui veulent faire de la finance dans les Big Five ou les Big Four. Voilà, ça on tombe dans quelque chose d'un peu de ridicule et c'est… Par contre, c'est vrai qu'on peut se tromper de motivation et c'est vrai qu'on peut être porté par une motivation qui est celle alors, de ses parents, ça c'est très courant, de ses copains et de ses copines aussi. Et là, c'est peut-être un service à vous rendre de vous dire, non, ce n'est pas chez nous que vous trouverez le chemin que vous vouliez avoir. Et des fois, ça peut être un soulagement pour l'étudiant. Pour revenir à toi, Léa, je crois que après effectivement ce premier accompagnement, tu as décidé de refaire appel à réussir son oral, effectivement, et à un coach pour t'accompagner, pour trouver un job. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé et comment tu en es venu à cette conclusion? Ouais, en fait, c'est 2 ans après donc avoir fait appel à la première fois à réussir son oral. J'avais fini mon master spécialisé, j'avais fini mon stage de fin d'année et c'était en plein Covid aussi. Donc il y avait le stress de tout est fermé, il n'y a plus de job pour les jeunes diplômés qui
et essayer de chercher un travail. Et j'étais un peu perdue. Je ne savais pas trop comment m'y prendre, comment chercher un travail, parce que dès que je voyais une offre, il y avait évidemment énormément de candidatures parce qu'il y en avait très peu. Et ça m'a rendue très stressée et angoissée. Et je me suis dit, mais comment je peux m'en sortir? Parce que déjà, j'ai eu des réponses négatives, j'ai eu quelques réponses positives pour passer des entretiens. Et ça revenait à peu près à la même chose que lors de la première fois où j'avais j'avais que ce moment-là pour essayer de réussir, pour pouvoir me donner le choix ou la possibilité d'avoir un job. Et je me suis dit, mais je veux vraiment y arriver. Comme j'étais hyper stressée avec le Covid, je me suis dit peut-être que refaire appel pourrait m'aider, puisque la première fois, ça avait bien fonctionné. Parce que quand j'avais fini le coaching, j'étais ressortie de là, motivée, avec un peu plus de confiance en moi. Et j'en ai ressenti le besoin, en fait, de refaire appel pour pouvoir me remotiver et reprendre confiance en moi. Ouais, c'est pour ça. Et Je pense que oui, Léa, des choses importantes, je me permets d'interrompre, c'est oui, aussi Isabelle. ces 2 années de Covid. Je disais, on est bâillonné par le système éducatif, mais c'est vrai que ça fait 2 ans que les gamins portent les étudiants, les lycéens portent un masque. C'est pas un bâillon, mais enfin, voilà, ça n'encourage pas tout cet exercice oral. En effet, tous les entretiens se sont faits pratiquement tous depuis 2 ans par web. C'est la première année où on revient en présentiel. Donc, c'est normal aussi qu'il y ait des formes d'angoisse peut-être supérieures à ce qu'il y avait avant le Covid. Hein. Ça, je crois que tout le monde en tiendra compte cette année. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais les angoisses sont aussi bien pour les étudiants que pour les particuliers. Alors, je vois qu'il y a une question effectivement qui est posée par Claude Alexis. Manifestement, effectivement, je me permets d'y répondre en direct. Effectivement, réussir son oral, la façon de nous joindre, c'est directement sur le site réussirsonoral.com. Vous avez tout un environnement à la fois nous contacter, vous pouvez directement nous contacter. Il y a 20 coachs qui sont à disposition et aussi bien d'ailleurs, puisque ça a été fait en ce sens et nous l'avons étendu, puisque la demande existe réellement, elle est souvent implicite pour les particuliers. Elle est très explicite aujourd'hui au niveau de l'entreprise, c'est très connu, pour faire en sorte d'accompagner aussi bien les étudiants que pour les particuliers. Alors, avec un petit jeu de mots, on dit de 17 à 77 ans, mais on a toujours besoin effectivement d'un coach à côté de soi, voire d'un parent, voire d'un ami, voire d'une ressource. Mais effectivement, le coaching est un métier qui permet de prendre ce recul, c'est ce dont on a le plus besoin, et d'accompagner sur tous les moments de la vie professionnelle, notamment, ces différents aspects. Autre petit commentaire, Léa, que tu voudrais nous signaler au travers de ton parcours De mon parcours, peut-être pas forcément, mais plutôt de mes expériences de coaching, c'est que c'était déjà précurseur. Les séances de coaching que j'ai faites, en tout cas, elles étaient 100% en ligne, même avant le Covid. Et au début, on se demande comment ça peut fonctionner, que ça soit en ligne et pas forcément en virtuel, alors que les entretiens étaient la plupart du temps déjà en face à face, avant le Covid en tout cas. Et en fait, la manière dont c'est structuré, alors je peux catégoriser ça en trois étapes. C'est-à-dire que la première, on était vraiment basé sur un échange sur qu'est-ce que je veux en tirer de cette session de coaching. C'est vraiment poser le but du pourquoi cette séance, qu'est-ce qu'on veut conclure de cette séance-là. Donc, le coach nous écoute vraiment et on communique et on échange. Puis la deuxième partie de la séance est vraiment basée sur donner des conseils, des informations, brainstorming en même temps. Donc, moi, j'étais en charge de trouver de la forme grâce aux conseils et aux outils en fait, que mon coach me donnait. Et la troisième partie de la séance, comme expliquait Alain, c'est des mises en situation. Et ça, c'était la meilleure partie du coaching. C'est-à-dire que avec toutes les informations que j'avais reçues, j'étais peut-être prête à me lancer dans le bain. Et donc, on éteignait les caméras. J'avais 5 minutes pour me préparer. On commençait un faux interview, on va dire. Et à la suite de ça, donc, mon coach me donnait des commentaires, des feedbacks pour que je puisse m'améliorer. On refaisait ça jusqu'à que j'arrivais à un résultat correct et que je sois en possession de mes moyens, en fait, pour repartir et réussir, en tout cas, l'entretien du mieux que je pouvais. Ouais. Et ça a été, je crois, sur 4 heures la première fois. C'était le parcours standard que tu avais choisi. Et à la fois complètement en visio, justement, parce que des fois, il y a des questions sur la visio, un accompagnement visio par rapport à présentiel.
Comment tu as vécu la chose, effectivement, parce que tu étais à distance, parce qu'on reçoit effectivement des étudiants du peu partout en France. Et toi, qui as vécu ça, effectivement, qu'est-ce que tu peux en dire par rapport à cette partie visio et la Mais préparation? comme je disais, au début, je me dis: «Est-ce que ça pourrait être aussi impactant qu'un coaching en face à face?» On voit peut-être un peu mieux la gestuelle, on voit la personne, comment elle interagit. Mais en fait, ça n'a rien changé du tout, parce que comme on était vraiment en un échange, l'échange était transparent, était vraiment ouvert et donc si je donne confiance à mon coach a aussi confiance en moi et il y avait une sorte de bonne communication. Donc ça m'a pas perturbée ni, désavantagée ou quoi que ce soit en virtuel. Je pense que même que c'était un bon entraînement pour, ce qu'on a vécu ces 2 dernières années, avec le covid, quoi. Ouais. Hmm. Et Isabelle, vous, je suppose aussi que beaucoup de cours ou de formations, de webinaires, vous en faites beaucoup d'ailleurs, ça se fait effectivement en visio, et votre perception de la chose, justement, vous qui êtes bien expérimenté Moi, aussi sur ça. j'ai en plus la joie, enfin, là actuellement, non, c'est en présentiel, c'est avec l'étranger. Par exemple, je fais cours à des Chinois en distanciel. Et c'est vrai que pendant Ouais. le Covid, en plus, c'est la joie, un peu comme on fait ici, c'est-à-dire de parler sans, derrière avec des caméras éteintes, des micros éteints. Et c'est vrai que c'est absolument pas l'interaction sociale dont on rêverait. Et bien, c'est pour ça aussi que j'ai introduit cette technique qu'on voit de plus en plus dans les recrutements, mais que des écoles maintenant utilisent, c'est face caméra, hein. C'est-à-dire que de plus en plus d'étudiants, à cause du nombre Ah aussi de oui. candidats, vont avoir à s'exprimer face à une caméra, donc dans du vide absolu. On va leur demander de se présenter, on va leur poser 3-4 questions, enfin c'est très variable. Et là, il faut se préparer aussi à cet exercice qui est encore un peu différent. Voilà. Moi, je terminerai avec l'idée que, évidemment, quand on est dans ce genre d'exercice, on a l'impression d'être jugé. C'est vrai que quelque part, il y a un jugement, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas le jugement de soi en tant que personne, c'est une adéquation par rapport à un autre projet, qui est le projet d'une entreprise, là, d'une école, d'une formation, et que ce n'est pas en soi. Moi, j'ai des étudiants qui n'ont pas été pris dans des écoles, mais qui se sont épanouis dans d'autres, dans des cursus dont ils étaient persuadés que c'était ça. Bon, ils ont fait 1 an autre chose, et puis ils sont revenus mûris, ou alors ils ont complètement été vers autre chose. Il faut aussi se décontracter par rapport à ça. Là, il y a une pression des parents souvent qui est énorme. Enfin, moi, j'ai 6 enfants, je travaille là-dessus, j'ai beaucoup vu aussi. Voilà, la vie, elle est longue. Entre guillemets, une année de plus, c'est pas perdre une année, c'est un détour. Voilà, et c'est peut-être l'occasion aussi d'enrichir son histoire. On parlait d'histoire tout à l'heure. C'est vrai que les étudiants les plus attachants, c'est ceux qui ont eu des ruptures, c'est ceux qui ont eu des failles, ceux qui ont eu plein d'expériences parce qu'ils devaient bosser. Et des fois, une vie difficile, ça se retourne, un parcours un peu compliqué, ça se retourne à leur avantage. Donc voilà, il ne faut pas voir ça comme un jugement de soi, mais ça peut être comme plutôt un jugement de ce que j'ai fait ou de ce que je suis capable de raconter, ce qui est quand même complètement différent. Et puis après, dans le coaching, il y a aussi des techniques qui sont des techniques simples de respiration, voilà, qui peuvent aider, des petites techniques, des fois simples, qu'on peut mettre en place tout seul pour se réconforter au moment, entre guillemets, de l'épreuve, parce que c'est quand même une épreuve. Mais c'est des épreuves Oui, qui font grandir aussi, hein. tout à fait. Donc, il faut Comme le on garder dit, comme quelque chose voilà, qui fait avancer dans l'âge adulte, vers l'âge adulte, se structurer. Et puis, des fois, c'est les plus grands fiascos qu'on raconte. On le voit bien chez des acteurs de cinéma, chez des personnes voilà, qui vont vous raconter comment ils sont fracassés à des moments qui étaient. Et puis, comment ils se sont relevés. C'est des fois des plus belles histoires, hein, aussi. L'expérience est une lanterne qui n'éclaire que soi-même, celui qui la porte notamment, et c'est vrai qu'on bâtit effectivement sa personnalité au travers parfois des échecs. Il y a un très très bon webinaire à ce sujet, effectivement, sur ces thèmes-là, sur la vertu de l'échec et comment il ne faut pas forcément le favoriser, mais on apprend beaucoup effectivement de ces échecs, à condition d'être ouvert et de pouvoir effectivement en tirer quelque chose. Dans tous les cas, écoutez, c'est 19h, je vois 18h58, 19h, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup Isabelle, c'est un apport très intéressant et très riche qu'on a pu partager. Merci beaucoup Léa de cet apport aussi. Et j'espère que vous qui nous écoutez avez pu avoir un certain nombre de réponses. Dans tous les cas, si vous n'étiez pas présent, vous aurez effectivement ce replay.
Ça vous permettra effectivement d'approfondir les choses. Merci et passez une très bonne soirée. Merci, Merci à à vous. bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.